L'interview du jour, c'est Marc Derrière qui est avec nous en plateau. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Le fondateur de DT Expert pour un focus évidemment d'actualité sur cet impact Trump qui a défrayé quand même la planète finance. On s'attendait vraiment, je relisais les titres quand même de la semaine dernière, les marchés déboussolés, le saut dans l'inconnu. On nous prévoyait 10 à 15% de baisse sur les marchés. Il n'en a rien été. Au contraire, on a pratiquement touché des records historiques aux États-Unis et même en France. On a failli dépasser notre niveau du début d'année, c'est-à-dire repasser dans le vert. Tout à fait. Tout à fait. Alors la leçon à tirer, la première, c'est en deux temps. D'abord, on nous prévoit beaucoup de choses. On nous prévoyait Clinton, on a eu Trump, on nous prévoyait avec Trump une chute des marchés assez violente. On a eu pratiquement tout l'inverse. Donc la première leçon à tirer, c'est de n'écouter que soi-même et ne pas faire attention aux consensus qui sont très souvent de plus en plus erronés. Et ça, en matière de bourse, c'est vraiment quelque chose à comprendre parce que beaucoup de gens se calquent parfois sur des consensus, ou inversement d'ailleurs. Certaines personnes se disent « tiens, il y a trop de gens qui sont haussiers, ça va baisser, etc. » Bon. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est deux choses d'un point de vue boursier propre. Effectivement, et je vous ai préparé quelques graphes qui vont nous permettre de le voir tout à l'heure ensemble, l'effet Trump, comme je l'ai appelé, n'a pas été du tout celui qu'on attendait. Et de surcroît, il y a eu ce qu'on appelle un impact au niveau de la volatilité très fort, avec des mouvements d'amplitude de marché complètement erratiques et ce qu'on appelle des spikes que je vous ai préparés sur des sous-jacents type l'or, l'euro-dollar. Ça veut dire une chose, ça veut dire que les investisseurs ont de plus en plus de mal à réfléchir, j'allais dire entre guillemets intelligemment, et pricer correctement des événements, puisque rien ne justifie entre ce qu'on prévoyait et ce qui s'est passé, rien ne justifie la volatilité qu'il y a eu. Le CAC a ouvert à moins 3%. Parce que les places européennes et asiatiques souffraient du décalage horaire, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore l'ouverture américaine post-Trump pour savoir ce qui allait se passer. Et puis après, aussitôt, et comme on le voit ici sur ce graphique, donc le CAC ouvre en gap baissier de 3%. Et puis, donc on a eu cette fameuse baisse, mais qui est non seulement dans l'amplitude beaucoup moins qu'attendue, par rapport au Brexit par exemple, et surtout on peut dire que c'est un crack éclair, parce que ça a été, là, c'est plus qu'éclair. Ça a été comblé extrêmement rapidement. Il y a une baisse à l'ouverture, mais si vous regardez la clôture de mercredi sur le CAC, on est à, je crois, plus 1,5%, ce qui veut dire que le CAC, entre son cours d'ouverture et de clôture, si on ne tient pas compte du gap à l'ouverture, il a dû prendre 5% dans la journée. Voilà, on ouvre à moins 4, on a les futurs à l'ouverture, on l'a couvert en direct, c'était à moins 4, et puis on finit effectivement à 1,5 en clôture. En clôture ici, exactement. Donc en fait, le CAC n'a été que dans une tendance haussière, en dehors de son cours d'ouverture, durant cette journée-là. Et aujourd'hui, on est à nouveau en train de remettre les compteurs à zéro. On n'est pas du tout dans cette période de sombre où les marchés se cassent la figure comme on le laissait entendre. Et évidemment, je l'ai entendu tout à l'heure avec certains de mes collègues, en point de mire maintenant c'est la réunion de la Fed, mi-décembre. De là à savoir quelle peut être la tendance du marché aujourd'hui, je n'ai rien contre un rallye éventuellement de fin d'année, le fameux rallye de fin d'année, mais je continuerai à être très prudent sur la tendance à plus long terme et le CAC restant dans ce drapeau qu'on peut voir sur le graphique suivant, en fait, voilà, le drapeau bleu qui a commencé en fait après la chute du début d'année, donc vers mi-février. On est rentré dans cette espèce de drapeau à l'intérieur duquel on n'a vraiment aucune véritable tendance qui se détache. Et tant qu'on reste dans ce drapeau, pour moi, je ne peux pas définir de tendance à plus long terme sur certains indices. Voilà, il faut vraiment dépasser ces 4600 points tout d'abord. Alors c'est même plus que ça. La 4720, on voit sur le graphique. Pour moi, la borne supérieure du graphique, voilà, si on zoome un peu, c'est 4720. C'est la borne supérieure, voilà, on le voit bien ici. Tant qu'on n'est pas au-dessus de cette borne, effectivement, on peut rien savoir. Et même, je dirais que moi, qu'au-dessus de cette borne, après, j'ai rendez-vous autour d'entre 5000 et 5003 avant d'en savoir plus. Mais c'est toujours intéressant puisque l'analyse technique permet de ça, de pouvoir de temps en temps jouer sur des mouvements comme ça de 500 points dans un sens ou dans l'autre, ce qui est largement suffisant en termes de trading pour gagner de l'argent, tout simplement. Ce qui est un peu désolant pour peut-être les investisseurs un peu plus long terme, c'est de voir que effectivement, on voit bien sur votre graphique le pic a
d'avril 2015 à 5280 qu'on n'a pas rejoint. Alors évidemment, le CAC ne prend pas en compte les dividendes réinvestis, mais c'est vrai que finalement, on a une année blanche, voire en négatif pour l'instant. Ça ne participe pas aussi de l'appétit des investisseurs pour revenir sur ce marché boursier, d'avoir une bourse comme ça complètement erratique et avec ces chocs successifs, Brexit, Trump, etc. Oui, le marché n'offre aucune visibilité ni sérénité à des gens qui souhaiteraient essayer de l'appréhender d'une manière ou d'une autre. En tout cas, le marché des indices aujourd'hui est très clairement dans cette phase-là. Comme je l'ai dit toujours, il y a toujours moyen, au cas par cas, après, de trouver soit des valeurs, des actions par exemple sur lesquelles la visibilité peut être meilleure, ou éventuellement d'aller en alternance sur des marchés type matières premières ou le marché des devises qui, eux, peuvent offrir de temps en temps également, et d'autant plus avec l'actualité qu'il y a aujourd'hui autour des élections et des banques centrales, effectivement, qui pourraient offrir plus d'opportunités en fait. Ah ouais, et puis de sérénité aussi pour ceux qui redoutent ces à-coups sur le marché. On regarde justement ce qui s'est passé de côté d'autres actifs, notamment le pétrole. Alors on ne sait pas très bien si finalement le président Trump va avoir un effet boost sur les cours. Au contraire, pas du tout, puisque s'il augmente la production, forcément on est déjà en zone de surproduction, donc ça pourrait encore tasser les cours. En tout cas, le marché reste fermement maintenant sous les $50 sur le pétrole. Oui, alors le pétrole, ce qui est très intéressant pour nous, analystes techniques, c'est qu'on est resté en dessous. Vous voyez là, en bleu, j'avais indiqué ce qu'on appelle cet overlap. Donc c'est vraiment un niveau, un point de repère chez nous, un point pivot important. On voit qu'il a été respecté, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à dépasser donc les 58,5 ici sur le Brent qu'on voit à l'écran. Et au contraire même, on est venu taper un peu en dessous et pour l'instant, voilà, comme vous l'indiquez, on est clairement dans une phase encore corrective, à savoir on ne fait pas de nouveau plus haut et depuis le dernier sommet qui était un peu en dessous des 58,5, on reste dans une phase de correction qui prend la forme plus ou moins d'un triangle aujourd'hui. La question très nette sur le moyen terme sur le pétrole, c'est la suivante. Est-ce que cette phase de correction à l'intérieur de laquelle on est depuis quelques semaines n'est qu'une phase de temporisation et on va repartir après de plus belle à la hausse, auquel cas là, effectivement, on devrait dépasser ces 58,5 ou est-ce que, au contraire, on est plutôt en train de reprendre la fameuse tendance baissière qu'on voyait avant, dans laquelle on était depuis l'été 2014, auquel cas, si on passe sous les $40 à peu près, il faut, je pense, très largement s'inquiéter et moi si j'avais des positions d'achat sur le pétrole en dessous des $40 je les garderais pas. Et on se souvient qu'en plus c'est des niveaux, on l'a déjà vu en première partie d'année où ça a tendance à s'accélérer à la baisse en plus, parce qu'évidemment ça va renforcer les positions vendeuses à court terme. Oui, et je ne suis pas très certain, autant sur d'autres classes d'actifs, je pense que éventuellement, le changement de président aux États-Unis peut impacter, mais je ne pense pas que sur le pétrole, vu que c'est quand même quelque chose qui est très international, il y a quand même l'OPEP, et la production américaine, certes, avec ce pétrole de schiste, devient de plus en plus autonome, mais je ne crois pas que dans ce domaine-là, un changement de présidence puisse changer quoi que ce soit. Alors, une autre corrélation, il ne faut pas oublier que toutes les matières premières sont libellées en dollars. Donc, il faut regarder aussi ce qui se passe du côté de l'euro-dollar avec un formidable spike. On conseillait, en tout cas l'ensemble des analyses qui sont succédées, conseillait vraiment d'être en dehors des marchés dans ces phases extrêmement tendues. On comprend pourquoi. Alors, ça paraît rien de passer de 1,10 à 1,13, simplement 200 ou plus, puisque 1,13, on repart ensuite sur 1,08 aujourd'hui. 500 pips, c'est considérable. On a croire, il laissait sa chemise rapidement avec l'effet de levier. Là, de toute façon, par définition, un spike, comme on va le voir ici, c'est un coupe-gorge pour tout type d'analyse de trader parce que c'est par définition quelque chose qui est totalement très volatile, aléatoire, rapide. Voilà, là on le voit et c'est exactement, je vous ai encadré un petit peu là en rouge justement cette journée puisqu'on est sur des graphiques 1 minute, cette fameuse journée du 9 novembre, donc post-résultat des élections. L'euro-dollar avait flambé au départ, c'est-à-dire qu'on pensait que
que ça allait fragiliser finalement le dollar et très rapidement au contraire il est revenu de plus belle et depuis encore aujourd'hui je pense que l'euro-dollar devait perdre 1% au moment où je venais vous voir. Donc on est très clairement repassé dans une tendance favorable au dollar face à l'euro. Mais là ce qui est intéressant de voir c'est comme vous le dites, imaginez quelqu'un qui traite du très court terme sur ce sous-jacent, à moins d'avoir vraiment eu le flair et d'être rentré dans la tornade haussière pour ressortir dans la tornade baissière ou inversement. Ce sont des moments où il vaut mieux rester à l'écart et attendre voir justement comment le marché va intégrer les choses à froid et pas à chaud, puisqu'à chaud, les spikes sont des mouvements d'une volatilité et d'une amplitude extrêmement forte. Ce qu'on appelle spike, en fait, pour que les gens comprennent, c'est une sorte de V, comme on va le voir après sur le graphique de l'or que j'ai préparé aussi, c'est-à-dire un marché qui va monter, si c'est un spike haussier ou baissé, hein, puisque tout est symétrique, très haut d'un point à un autre, et qui va revenir exactement presque en V, au même point où il était au départ, mais de façon... dans un délai de temps très, très rapide. Voilà. Et là, sur l'or, effectivement, on voit bien aussi l'effet Trump avec crispation, peur. Hein, donc, on se rue vers les valeurs refuges. Ça atteint pratiquement les 1340 $. Et puis, maintenant que la nouvelle a été annoncée et qu'on voit que ce n'est pas si terrible, au contraire, il y a un mouvement inverse où il y a peut-être une spéculation à la baisse. On se débarrasse de son or qui atteint 1220 $. Pour ceux qui en ont quelques lingots sur le matelas, je sais que c'est votre cas, Marc. Ah oui, il faut retraiter. En euros, c'est moins terrible puisqu'évidemment, il y a l'effet euro-dollar. Tout à fait. Présente, évidemment. Merci Marc Daguerre, le fondateur de DT-Expert, pour ses analyses sur l'effet Trump. On vous retrouvera très prochainement sur le plateau de Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, c'est Louis Azaïs qu'on attend pour la bourse de A à Z.